L'Australie est un continent très ancien, aux innombrables secrets. Des secrets qui remontent à la nuit des temps. Nous avons aujourd'hui une petite idée des formes de vie qui existaient sur cette terre lorsque des reptiles géants y régnaient en maître. Et ces indices du passé nous incitent à réécrire l'histoire. C'est un scientifique britannique, Sir Richard Owen, qui le premier utilisa le mot dinosaure en 1841. Formé à partir de deux mots grecs, deinos qui signifie terrible et sauros qui signifie lézard, ce terme fut employé pour décrire un groupe de grands reptiles disparus. « 60 ans plus tard, à l'autre bout du monde, on découvrit le premier fragment de dinosaure australien. Cette petite griffe fossilisée allait un jour livrer les secrets de l'extraordinaire passé de ce curieux continent. C'était un monde fabuleux. Dominé par des créatures qu'on commence seulement à imaginer. Les fossiles nous dévoilent une réalité qui est bien au-delà de tout ce que je pouvais envisager dans mes rêves les plus fous. C'était un continent des plus insolites. On vient du monde entier pour découvrir les étranges animaux australiens. Pour câliner un koala, de la famille des marsupiaux, ces mammifères qui portent leurs petits dans une poche ventrale, ou pour voir l'énigmatique ornithorynque. Ces animaux ont dû s'adapter pour survivre sur le plus aride des continents habités. Déjà, à l'époque des reptiles géants, la vie ici était tout aussi singulière. C'est en cherchant des vestiges de ce passé que les paléontologues australiens ont fait une découverte révolutionnaire. Une découverte qui montre que les dinosaures qui vivaient ici, il y a plus de 100 millions d'années, étaient très différents de leurs cousins de l'hémisphère nord. Et plus étrange encore, certaines de ces espèces préhistoriques ont survécu ici, longtemps après avoir disparu partout ailleurs. Il n'existe aucun autre endroit comme celui-ci, si ce n'est peut-être dans notre imagination. Dans Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, des reptiles géants parvenaient à survivre jusqu'au XXe siècle sur un plateau isolé. Des animaux gigantesques comme le brontosaure avaient ainsi trouvé refuge dans ce lieu éloigné de tout. L'Australie a-t-elle pu, elle aussi, être un véritable monde perdu? On a trouvé un début de réponse à cette question, il y a plus d'un siècle, sur la côte sud-est de l'Australie, non loin de la ville d'Inverloch. En mai 1903, William Hamilton Ferguson arrive dans la région pour y chercher du charbon. En tant que géologue, il sait reconnaître les plantes et les animaux fossilisés. Au pied d'une falaise de grès, il découvre un fossile comme il n'en a encore jamais vu. Il note son emplacement, à l'ouest d'une formation rocheuse baptisée Eagle's Nest, le nid de l'aigle, et envoie ce curieux fossile à Londres. Les paléontologues anglais l'identifient comme la griffe d'un dinosaure carnivore. La griffe est ensuite réexpédiée en Australie et archivée au Victorian Museum. Ce premier fossile de dinosaure australien
ne constituait en soi qu'une curiosité mineure. Mais avec le journal de Ferguson et sa carte détaillée de la zone, il allait un jour permettre aux paléontologues de repenser l'histoire du monde. Tom Rich est conservateur du département de paléontologie au Victorian Museum et il apprécie à sa juste valeur l'héritage de Ferguson. On sait exactement d'où vient cette griffe, parce que sur sa carte, il a indiqué l'endroit précis où il l'a trouvée. On pourrait la remettre en place à 20 mètres près, ce qui est remarquable pour un fossile découvert il y a plus de 100 ans. Cette griffe allait un jour ramener Tom Rich à Eagle's Nest, dans l'espoir de réaliser un rêve d'enfant. La découverte de Ferguson ne déboucha pas immédiatement sur de nouvelles découvertes de fossiles de dinosaures, car trouver des indices sur le passé préhistorique de l'Australie n'est pas chose facile, en raison de la nature même de ce continent. L'Australie est un très vieux continent et la plupart des vestiges sont cachés. Beaucoup ont été recouverts par des couches de roches successives ou par de la végétation. En plus, une grande partie de l'Australie est pratiquement inhabitée. Ça demande de la persévérance. On ne va pas trouver une demi-douzaine de crânes un beau matin, comme ça a été par exemple le cas dans le sud du Dakota. On peut fouiller des centaines de fois et ne rien trouver. Et puis un jour, tomber sur quelque chose de passionnant et de nouveau. Le plus incroyable est que les rares fragments qui ont été trouvés ont livré à eux seuls une foule d'informations précieuses. Voici le Queensland Museum, à Brisbane. Il abritait autrefois les seuls squelettes de dinosaures complets retrouvés en Australie. Alan Bartolomai a dirigé ce musée pendant 30 ans et il sait parfaitement qu'ici, on ne peut pas avoir recours aux méthodes de fouilles classiques pour trouver des dinosaures. Dans les années 20, près de Roma, au cœur du Queensland, un éleveur de bétail découvre dans le lit d'un ruisseau des os d'une taille phénoménale. Quelques semaines plus tard, d'autres éleveurs se rendent sur place pour vérifier ces dires. La taille de ces os les laisse perplexes, et ils en concluent qu'il s'agit du squelette d'un éléphant échappé d'un cirque. Mais ce sont en fait des os de dinosaures. Dans les années 70, Alan Bartolomai a participé à la mise au jour du reste de ces fossiles. C'était un animal très semblable aux quadrupèdes herbivores à long cou et longue queue qu'on a retrouvé dans l'hémisphère nord. Mais il appartenait à un genre nouveau et à une espèce nouvelle, le Rhétosaurus brownei. Le Rhétosaurus brownei a été ainsi baptisé en l'honneur d'un géant de la mythologie grecque, Rhétos, et d'Arthur Brown, l'un des éleveurs l'ayant découvert. Il mesurait 3,5 mètres de haut et pesait environ 20 tonnes. Le Rhétosaurus brownei est l'un des plus vieux sauropodes du monde, un groupe comprenant les plus grands animaux ayant jamais vécu sur Terre. Ce dinosaure vivait à l'ère du Jurassique, il y a plus de 170 millions d'années. Et il n'allait pas être le dernier à faire parler de lui dans cette petite ville. À l'époque du Rhétosaurus, la Terre était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. L'Amérique du Nord et l'Europe étaient soudées, tandis que dans l'hémisphère sud, l'Australie faisait partie du supercontinent appelé Gondwana. À la fin du Jurassique et au début du Crétacé, l'Australie et l'Antarctique se sont détachés du Gondwana et ont commencé à dériver. Parallèlement, l'Australie s'est enfoncée dans les eaux, ce qui a créé une immense mer intérieure peu profonde, appelée mer d'Eromanga.
Une mer qui allait disparaître et réapparaître au moins 4 fois, provoquant d'énormes bouleversements sur la faune autochtone. Cette mer divisait l'Australie en plusieurs îles, ce qui a favorisé la spéciation, la formation de nouvelles espèces. Des milieux distincts se sont formés, séparés par l'eau, et au sein de chacun, les animaux ont évolué différemment. La mer d'Eromanga recouvrait ce qui est aujourd'hui le centre aride de l'Australie. La ville de Roma se situe sur ce qui était autrefois sa côte est. En 1964, alors qu'il passait par Roma, Alan Bartolomai a été abordé par un éleveur de bétail de la région. J'avais à peine ouvert ma portière qu'un homme s'est approché de moi. C'était un éleveur qui avait remarqué le logo du Queensland Museum. Et il m'a dit, « Ça vous intéresserait un dinosaure ?» Comme je savais que le Rhétosaurus browneyi avait été découvert par ici, je me suis dit, allons voir. On n'avait pas le matériel pour dégager un dinosaure, mais on pouvait au moins aller jeter un coup d'œil. Il nous a conduits jusqu'à 2 ou 3 blocs de pierre. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient recouverts de petits morceaux d'os. De toute évidence, la cuirasse d'un reptile. Ces os provenaient d'un animal d'environ 2 mètres de long. Aujourd'hui, Alan et Steve Salisbury de l'Université du Queensland retournent dans cette zone. Ils espèrent trouver des indices qui leur permettront de localiser précisément l'endroit où étaient ces os en vue de futures recherches. Car en 1964, Alan n'avait pas relevé l'emplacement du site. Il y avait une clôture comme ça. Oui, j'ai l'impression de reconnaître par là-bas. Alan et Steve recherchent des roches du début du Crétacé qui pourraient renfermer des fossiles de dinosaures. Tu as trouvé quelque chose? J'en ai un. Oui, pas mal. C'est le premier morceau de la bonne période qu'on ait trouvé jusqu'ici. Il est en surface depuis longtemps. Grâce au GPS, Steve relève l'emplacement exact de la zone. Vous aviez pas de GPS dans les années 60? J'aurais bien aimé. Vous aviez des cartes? Oui, mais je travaillais dans le nord du Queensland à l'époque et je n'avais pas pris les cartes d'ici. Les vestiges de dinosaures australiens sont tellement rares que chaque site, ancien ou nouveau, est important. Il y en a pas mal en surface. Il faut bien commencer quelque part, alors pourquoi pas ici? Je suis à peu près sûr qu'on est sur le site. Tu ne m'auras pas fait venir ici pour rien. Les os fossilisés découverts par Alan en 1964 appartenaient à un animal qui a vécu aux abords de la mer d'Eromanga il y a 110 millions d'années. Les paléontologues l'ont baptisé Minmi. Le Minmi est un dinosaure herbivore de la taille d'un mouton. Il fait partie du groupe des ankylosaures, les cuirassés des dinosaures. Un autre squelette plus complet sera découvert par la suite, dans une autre partie du Queensland. Ce fossile est à ce point intact qu'il comporte encore des vestiges de peau et même du dernier repas de l'animal. Plus intéressant encore pour les chercheurs, certains tendons courant le long de la colonne vertébrale sont eux aussi solidifiés, ce qui est extrêmement rare sur les fossiles de dinosaures. Ceci a permis aux experts de comparer le Minmi avec un autre animal vivant de nos jours. La structure de la peau du Minmi et la façon dont elle se rattache aux muscles de son dos est quasi identique à celle des crocodiliens actuels.
À l'université du Queensland, Steve Salisbury s'est servi de cette information pour recréer un Minmi. Rien que le fait de travailler sur des crocodiles, sur des animaux vivants, d'étudier leur morphologie, ça a été un bon point de départ. Et on s'est servi de ça, grosso modo, comme d'un outil pour tenter de reconstituer un dinosaure. Avec l'aide d'infographistes, Steve a réussi à créer une représentation fidèle d'un animal disparu depuis 110 millions d'années. Je dirais qu'il pouvait marcher sur 4 pattes et même courir dans une certaine mesure. Il ne passait pas son temps à courir partout, mais il pouvait le faire en cas de besoin. S'il se retrouvait face à de gros théropodes qui cherchaient à l'attaquer, il devait courir ventre à terre. C'est peut-être ainsi qu'a fini ce Minmi, mort d'épuisement pour avoir tenté d'échapper à un théropode en quête de nourriture. Exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, son corps s'est momifié. Ensuite, il a été emporté par les flots. Lorsqu'il a enfin touché le fond marin, des sédiments ont recouvert son cadavre, fossilisant ainsi sa peau et ses os. Le mode de déplacement du Minmi et la forme de sa cuirasse laissent penser qu'il faisait partie des tout premiers ankylosaures. Les ankylosaures des époques suivantes, découverts dans l'hémisphère nord, mesuraient jusqu'à 10 mètres de long et possédaient de gigantesques plaques osseuses hérissées de piquants. On a tout de suite considéré le Minmi comme l'ancêtre probable de tous les ankylosaures du monde. Et se dire qu'ici, en Australie, on avait un animal aussi important pour l'évolution de ce groupe, c'est vraiment fabuleux. Au début des années 60, les os d'un autre dinosaure ayant vécu près de l'ancienne mer d'Eromanga sont envoyés à Alan Bartolomai au Queensland Museum. Parmi tous les morceaux qu'on avait, il y en avait un qui était assez mystérieux. Et il s'est avéré que c'était la partie avant du crâne, formant une grosse bosse. Ce crâne ne ressemblait pas du tout à celui d'un iguanodon. Je savais donc que j'avais affaire à un animal différent et unique. Baptisé Mutaburasaurus, ce dinosaure ne se trouve qu'en Australie. Le Mutaburasaurus est apparu quand le continent australien s'est détaché du supercontinent du Sud, le Gondwana, pour dériver vers le nord et vers l'Asie. Coupé du patrimoine génétique du reste des dinosaures, cette espèce s'est mise à évoluer de son côté et à développer des caractéristiques qui lui étaient propres. Il aura fallu 20 ans à Alan et à son équipe pour reconstituer ce dinosaure, qui tire son nom de la ville de Mutabura, au cœur du Queensland, près de laquelle il a été découvert.
Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il appartenait à la famille des iguanodontidés, de gros herbivores se déplaçant sur deux pattes. Mais cette étrange bosse crânienne perturbait les paléontologues. Le Mutaburasaurus était bien un dinosaure unique en son genre. On sait désormais qu'il existait avant les iguanodontidés, ce qui fait de lui un animal très ancien et l'ancêtre de la plupart des grands dinosaures herbivores de l'hémisphère nord. Bien que peu de spécimens aient été découverts en Australie, les scientifiques sont aujourd'hui persuadés que cette partie du Gondwana était un véritable creuset d'évolution. On ne sait ni pourquoi ni comment, mais l'Australie a vu naître ces animaux qui se sont ensuite propagés dans le reste du monde. Et c'est un cas de figure qu'on retrouve au moins aussi souvent que la situation inverse, à savoir des animaux venus d'ailleurs, colonisant l'Australie. Ce pays a été une véritable usine à créatures extraordinaires qui se sont dit qu'elles avaient un rôle à jouer dans le monde entier. Chaque nouvelle découverte permet de compléter peu à peu le puzzle. Mais le milieu dans lequel évoluaient les terribles lézards australiens est longtemps demeuré mystérieux. Jusqu'à ce qu'un jour, sur la côte sud du pays, des fouilles qui faillirent ne jamais avoir lieu dévoilent un univers insoupçonné. Pat et Tom Rich sont venus en Australie dans les années 70 à la recherche de fossiles. Pat espérait trouver des oiseaux et Tom des mammifères. En ce qui me concerne, tout a commencé vers 15 h le jour de Noël 1953. Je venais de finir de lire un livre dont le dernier chapitre s'intitulait « La mort des dinosaures ». Et au début de ce chapitre, il y avait un petit dessin montrant deux mammifères mangeant des œufs de dinosaures. Ça m'a frappé et je me suis dit dans mon esprit d'enfant de 12 ans, s'il y avait des animaux comme nous au temps des dinosaures, je veux en savoir plus sur eux. Tom Rich se met donc à chercher des mammifères du Crétacé, au cœur de l'Australie. Mais il s'aperçoit vite, comme beaucoup d'autres avant lui, que l'immensité de ce pays constitue un obstacle aux recherches. Il lui faut un point de départ. Ce sont 3 jeunes paléontologues qui vont le lui fournir, en s'intéressant à la griffe du premier dinosaure australien. 75 ans après William Ferguson, ils se rendent à Eagle's Nest avec sa carte. Allait-elle leur donner accès à d'autres trésors de cette époque reculée? À quelques mètres de l'emplacement de la griffe, ils découvrent des fragments d'os qu'ils confient à Tom. Il s'agissait bien de fossiles de dinosaures. Donc je me suis dit, s'ils sont de la bonne période, en faisant des recherches sur ces dinosaures, on découvrira peut-être des mammifères. Suite à leur prospection, j'ai consulté la carte géologique de la région et j'ai vu qu'il y avait une autre zone dont les roches dataient de la même période. Tom étend ensuite ses recherches à la côte sud de l'Australie. Michael Archer, un autre chercheur de mammifères, se joint alors à lui. On longeait le sommet des falaises à pied. Je m'en souviens parce que c'était très impressionnant. L'océan avait tellement entaillé les falaises que pour aller d'un terrier de Womba à un autre et d'un bord de la falaise à un autre, on se retrouvait parfois au bord de précipices de 60 mètres qui tombaient à pic dans l'eau. Commencent alors des fouilles longues et dangereuses qui révèlent des fragments de squelettes de dinosaures, mais toujours pas de mammifères. Tom abandonne finalement le site qu'il avait baptisé Dinosaur Cove, la crique aux dinosaures. 3 ans ont passé. Entre-temps, le groupe des amis du musée s'était formé et ils voulaient faire des fouilles. Je leur ai dit, il n'y a pas de dinosaures complets ici, que des fragments. Mais ils m'ont tellement harcelé que j'ai fini par leur dire, bon, il y a un endroit où on peut fouiller, mais il n'y a aucune certitude de trouver quoi que ce soit et ce sera très difficile, il faudra creuser très profond. Ils ont dit d'accord, ce qui ne m'a pas enchanté sur le moment. Tom Rich se retrouve ainsi entraîné malgré lui dans des fouilles qui vont changer sa vie.
Comme ils ont insisté, on est allé sur place et on a taillé dans la roche. Au bout de 15 jours, on avait creusé l'équivalent de 2 cabines téléphoniques, pas plus. Mais on a sorti 80 fragments d'os, dont certains appartenaient à des dinosaures. La couche de fossiles se trouvait au pied de la falaise. Elle n'affleurait pas sur la plateforme côtière. Donc il a fallu creuser un tunnel dans une falaise de 90 mètres. Logistiquement parlant, c'était très compliqué, parce qu'on a dû avoir recours à des artificiers et à des explosifs pour pouvoir creuser le tunnel menant aux fossiles. Dinosaur Cove livre des fossiles d'amphibiens, de poissons, de reptiles marins et de dinosaures. En 1994, le site sera finalement abandonné. On avait tout retourné, mais on n'avait pas trouvé le moindre mammifère. Les dinosaures sont un sujet fascinant, et ces fouilles nous ont permis d'en apprendre un peu plus sur le milieu dans lequel ils vivaient, et sur le grand nombre d'espèces très particulières qui existaient alors au sud de la planète. Après 10 années de fouilles, Tom n'a toujours pas découvert de mammifères qui auraient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais dans une autre partie de l'Australie, un jeune scientifique a pour sa part découvert des traces d'un ancien milieu glaciaire en plein cœur du désert. Ben Keir est paléontologue au South Australian Museum. Lui non plus ne cherche pas des dinosaures, il s'intéresse aux monstres marins. Sa zone de recherche se situe aux alentours de Coober Pedy. Il y a 100 millions d'années, Coober Pedy se trouvait au fond de la mer d'Eromanga. Aujourd'hui, c'est une ville célèbre pour ses mines d'opale au milieu du désert. Ici, la température atteint 50 degrés en été. Le sol est couvert de fossiles marins qui attestent d'un environnement bien différent à l'époque du Crétacé. Imaginez-vous il y a 120 millions d'années. Une mer sombre et trouble, pleine de matière organique, avec des coquillages partout et des chronosaures, aussi voraces que les orques actuels. Le chronosaure était un animal gigantesque qui mesurait près de 13 mètres de long. C'était un prédateur monstrueux. Tout à coup, il aperçoit quelque chose. Le paysage est comme un livre. Il faut voir les indices qu'il contient, comprendre ce qu'ils veulent dire et les recouper pour avoir une idée de ce qu'était la vie il y a 120 millions d'années. Pour en savoir plus sur les fossiles marins de Coober Pedy, Ben Keir a fait des recherches sur les conditions climatiques qui régnaient lors du Crétacé. À sa grande surprise, tout semble indiquer que la mer ici était très froide, voire totalement gelée. Le premier indice est la présence de grosses pierres d'une nature différente de celle de la région. Ces roches sont issues d'une zone se trouvant à 500 km de là. Toute la question est de savoir comment elles sont arrivées jusqu'ici. Les géologues pensent qu'elles ont été charriées par des icebergs. Lorsque la glace a fondu, les blocs de pierre ont coulé. L'autre indice est une roche du nom de glendonite qui ne se forme qu'entre -1 et +6 degrés. Ça coïncide avec la brève vague de froid qu'il y a eu au début du Crétacé, avec des conditions extrêmement rigoureuses dues à la nuit polaire. D'ailleurs, on en a retrouvé des traces jusque dans les sédiments de la région de Victoria. Mais ici, on voit ces effets sur les fonds marins. C'est un peu l'équivalent océanique de Dinosaur Cove. Ce qui est intéressant, c'est de rattacher ça au fait qu'il y avait des reptiles marins ici. C'est ça qui est curieux du point de vue paléontologique. Comment ces animaux parvenaient-ils à survivre? Les plésiosaures devaient avoir un métabolisme plus complexe que celui des reptiles normaux.
Pas exactement le métabolisme des mammifères à sang chaud, mais pas loin. La structure des os donne des indices sur la physiologie de ces animaux, et il faut ensuite recouper tout ça pour avoir une idée de leur mode de vie. C'est à Sydney, à la National Opal Collection, que Ben vient étudier le squelette complet d'un reptile marin ayant vécu dans les eaux froides qui recouvraient autrefois le désert autour de Coober Pedy. Ce reptile a été baptisé Eric. Il a été découvert au fond d'une mine d'opale de Coober Pedy. Au fil du temps, l'opale a remplacé les os encore recouverts de leur croûte minérale. Cette opale n'a pas été polie, car si le polissage accroît la valeur marchande des fossiles, il peut détruire leur valeur scientifique. Eric est un nouveau spécimen, jusque-là inconnu de la science. Il s'agit d'un pliosaure du genre Leptocleidus. Alors que ce groupe déclinait partout dans le monde, Eric et ses congénères ont prospéré dans la mer d'Eromanga. Mais un beau jour, On ne sait pas comment Eric est mort. Ses os ne nous disent rien à ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas adulte. Ce n'était pas un vieux mâle, donc quelque chose l'a tué. En plus, il avait l'estomac plein de poissons, donc ce n'était pas un problème de nourriture. On peut penser que ces animaux migraient en petits groupes et qu'ils venaient le long des côtes pour se reproduire, parce qu'il y avait beaucoup de nourriture. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de jeunes ici. Désorienté par l'attaque d'un chronosaure, Eric a peut-être été séparé de ses compagnons. Tandis que ces derniers trouvaient refuge en amont, Eric, lui, s'est enfoncé dans les profondeurs. Par un jour de tempête, à bout de force, il s'est peut-être noyé comme un dauphin blessé. Mais dans le sud de l'Australie, Tom Rich a fait une nouvelle découverte. Une découverte qui pourrait remettre en question la très consensuelle théorie évolutionniste. En étudiant ce fragment au microscope, j'ai failli tomber de ma chaise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce fossile allait faire l'effet d'une bombe dans les milieux scientifiques. Après l'abandon des fouilles à Dinosaur Cove, les paléontologues sont retournés à Eagle's Nest, où avait été trouvé le premier fossile de dinosaure. Non loin de là, à Flat Rocks, Leslie Cool, l'assistante de Tom Rich, et son équipe ont découvert un nouveau site de recherche. Les roches de cette zone étaient riches en fragments d'os de dinosaures vieux de 115 millions d'années. Le site de Flat Rocks était beaucoup plus facile d'accès que Dinosaur Cove, mais il imposait d'autres contraintes. Le travail devait s'effectuer au rythme des marées. Chaque jour, les bénévoles creusaient jusqu'à ce que l'eau envahisse totalement l'endroit. Les fouilles durèrent 3 ans, mais le sable ne livra rien de nouveau. En 1997, j'étais persuadé qu'on ne trouverait plus rien d'autre. Tout ce qu'on sortait était déjà connu, donc je comptais tout arrêter sur ce site.
98 serait la dernière année de fouilles. J'avais pris cette décision début 97. Et puis, Nicolas Barton est arrivé. Nicolas Barton était l'une des nombreux bénévoles qui venaient chaque année participer aux fouilles de Flat Rocks. On travaillait sur un site annexe. Ça n'avait pas été une journée très productive. Et au moment où je cassais une pierre de cette taille, j'ai repéré un os à l'intérieur. Je l'ai apporté à Leslie, qui l'a examiné au microscope. J'ai d'abord cru que j'avais affaire à une mâchoire de poisson, et puis j'ai vu que les dents avaient une racine double. Or, les seuls animaux qui possèdent des dents à racine double sont les mammifères. S'agissait-il des mammifères que Tom Rich avait passé 26 ans à chercher? Quand je suis arrivé, j'ai demandé à Leslie, « Qu'as-tu à me montrer? Des mâchoires de dinosaures, des crânes de mammifères ?» Là, elle a failli s'étrangler. Je lui ai dit, il y a un os que j'aimerais que tu regardes. J'ai regardé et je suis resté bouche bée. Il a dit, bon sang. Et il a regardé une deuxième fois, a relevé les yeux et a dit, bon Dieu. Et il a regardé une troisième fois. Je venais de voir que la dent avait une racine double. Pas une racine simple, une double. Ce n'était pas un dinosaure, c'était un mammifère. On a tous applaudi parce qu'on a vu qu'il avait compris ce qu'il voyait. Je ne l'avais jamais vu aussi surpris et enthousiaste. Ce fragment d'os allait s'avérer encore plus important que Tom ne l'imaginait. Leslie Cool a emporté ce fragment et a commencé à travailler dessus. Elle a passé des heures à gratter la pierre avec une aiguille pour la retirer grain par grain. Quand j'ai examiné ce fossile au microscope, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ma théorie et celle de mes collègues, c'est qu'il devait appartenir à un mammifère placentaire. Les placentaires, ce sont des mammifères comme nous, les baleines ou les vaches, par opposition aux marsupiaux, comme les kangourous ou les wombats, et aux monotrèmes qui pondent des œufs. Or, on pensait que les placentaires n'étaient apparus ici qu'il y a 5 millions d'années, à l'exception des chauves-souris. Donc, que faisait cet animal ici il y a 115 millions d'années? La théorie qui prévalait jusque-là voulait que les placentaires soient apparus en Asie centrale. De là, ils auraient colonisé tous les autres continents, sauf l'Antarctique et l'Australie. Tom décida de publier sa théorie révolutionnaire dans la prestigieuse revue Science. Il écrivit « Les mammifères placentaires existaient en Australie 110 millions d'années plus tôt que ne le pensaient les scientifiques. » Si c'est un placentaire, c'est totalement inédit. Ce n'est pas rien comme affirmation. Dire qu'il y a 115 millions d'années, le plus vieux mammifère placentaire vivait en Australie, alors qu'il n'en existe aucune trace avant il y a 55 millions d'années, ça a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Tout le monde pensait que les placentaires venaient d'Asie. Donc affirmer que l'Australie abritait un animal bien plus ancien, ça risquait de faire grincer quelques dents dans l'hémisphère nord. Je me doutais que cette théorie perturberait beaucoup de gens. Moi-même, elle me perturbe. Je continue à penser que j'ai marché sur une bombe et qu'elle va m'exploser à la figure. Et que je me suis trompé. Mais je n'ai pas encore réussi à me convaincre que j'avais tort. C'est ça la science. On n'est jamais sûr d'avoir la bonne réponse. On ne peut que découvrir qu'on s'est trompé, on ne peut jamais prouver qu'on a raison. Les recherches ont continué à Flat Rocks. D'autres mâchoires ont été mises au jour. Certaines semblables à celles découvertes par Nicolas Barton, d'autres encore totalement inconnues des scientifiques. On a découvert un ensemble de mammifères assez diversifiés, vivant aux côtés des dinosaures. Et Flat Rocks est le seul endroit d'Australie où on peut espérer trouver des traces d'une telle cohabitation. Si Tom Rich parvient à trouver d'autres preuves de la présence de mammifères placentaires en Australie il y a 115 millions d'années, il réécrira un chapitre de l'histoire de l'évolution. Mais qu'a-t-il donc bien pu arriver à ces mammifères? Ont-ils fini par disparaître? Ou, comme la plupart des dinosaures australiens, sont-ils allés coloniser le reste de la planète? À l'époque où les reptiles géants régnaient sur la Terre, de petits mammifères vivaient dans leur ombre. Et ces très lointains ancêtres de l'homme finiraient un jour par dominer le monde.
Être arrivé jusque-là, c'est déjà fabuleux pour moi. Si demain je passe l'arme à gauche, je n'aurais pas vécu pour rien, j'aurais contribué à la découverte de ce fossile. Je me sens un peu comme Neil Armstrong. Qu'est-ce qu'il pouvait faire après avoir marché sur la Lune? Difficile d'enchaîner après ça. Mais on continue à découvrir des choses. On a trouvé d'autres mammifères sur le site et ils nous livrent de nouvelles informations surprenantes quant à leur évolution sur ce continent. Depuis la première découverte de William Ferguson, les paléontologues n'ont cessé d'en apprendre sur l'Australie au temps des dinosaures. Certaines espèces ont ainsi vu le jour sur ce continent, comme le Minmi et le Rhétosaurus brownei. D'autres ont survécu plus longtemps ici que partout ailleurs, comme le Pliosaure. D'autres se trouvaient là où on ne les attendait pas. Et d'autres encore ont réussi à survivre dans des conditions de froid extrêmes. Mais tous ces animaux soulèvent la même question. Se pourrait-il que les dinosaures australiens aient échappé à l'extinction de leur espèce? Même si un cataclysme a voilé le soleil et plongé la Terre dans un hiver artificiel, cela n'aurait pas pu venir à bout de ces terribles lézards, parfaitement adaptés au froid et aux ténèbres. Peut-être ont-ils vraiment survécu dans ce monde perdu. Ici, on est peut-être au bout du monde, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Le tyrannosaure Rex était-il aussi vorace et véloce qu'on le dit? Demain, Arte Découverte reviendra sur le mythe de ce grand prédateur préhistorique qui, selon certaines études, n'aurait été qu'un vulgaire charognard. À voir demain, dans le dernier numéro de notre série sur les animaux disparus. Depuis 110 millions d'années. Je dirais qu'il pouvait marcher sur quatre pattes et même courir dans une certaine mesure. Il ne passait pas son temps à courir partout, mais il pouvait le faire en cas de besoin. S'il se retrouvait face à de gros théropodes qui cherchaient à l'attaquer, il devait courir ventre à terre. C'est peut-être ainsi qu'a fini ce Minmi, mort d'épuisement pour avoir tenté d'échapper à un théropode en quête de nourriture. Exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, son corps s'est momifié. Ensuite, il a été emporté par les flots. Lorsqu'il a enfin touché le fond marin, des sédiments ont recouvert son cadavre, fossilisant ainsi sa peau et ses os. Le mode de déplacement du Minmi et la forme de sa cuirasse laissent penser qu'il faisait partie des tout premiers ankylosaures. Les ankylosaures des époques suivantes, découverts dans l'hémisphère nord,
mesurait jusqu'à 10 mètres de long et possédait de gigantesques plaques osseuses hérissées de piquants. On a tout de suite considéré le Minmi comme l'ancêtre probable de tous les ankylosaures du monde. Et se dire qu'ici, en Australie, on avait un animal aussi important pour l'évolution de ce groupe, c'est vraiment fabuleux. Au début des années 60, Leslie Cool, l'assistante de Tom Rich, et son équipe ont découvert un nouveau site de recherche. Les roches de cette zone étaient riches en fragments d'os de dinosaures vieux de 115 millions d'années. Le site de Flat Rocks était beaucoup plus facile d'accès que Dinosaur Cove, mais il imposait d'autres contraintes. Le travail devait s'effectuer au rythme des marées. Chaque jour, les bénévoles creusaient jusqu'à ce que l'eau envahisse totalement l'endroit. Les fouilles durèrent 3 ans, mais le sable ne livra rien de nouveau. En 1997, j'étais persuadé qu'on ne trouverait plus rien d'autre. Tout ce qu'on sortait était déjà connu, donc je comptais tout arrêter sur ce site. 98 serait la dernière année de fouilles. J'avais pris cette décision début 97. Et puis, Nicola Barton est arrivé. Nicola Barton était l'une des nombreux bénévoles qui venaient chaque année participer aux fouilles de Flat Rocks. On travaillait sur un site annexe. Ça n'avait pas été une journée très productive. Et au moment où je cassais une pierre de cette taille, j'ai repéré un os à l'intérieur. Je l'ai apporté à Leslie qui l'a examiné au microscope. J'ai d'abord cru que j'avais affaire à une mâchoire de poisson et puis j'ai vu que les dents avaient une racine double. Or, les seuls animaux qui possèdent des dents à racine double sont les mammifères. S'agissait-il des mammifères que Tom Rich avait passé 26 ans à chercher? Quand je suis arrivé, j'ai demandé à Leslie, « Qu'as-tu à me montrer? Des mâchoires de dinosaures, des crânes de mammifères ?» Là, elle a failli s'étrangler. Je lui ai dit, il y a un os que j'aimerais que tu regardes. J'ai regardé et je suis resté bouche bée. Il a dit, bon sang. Et il a regardé une deuxième fois, a relevé les yeux et a dit, bon Dieu. Et il a regardé une troisième fois. Je venais de voir que la dent avait une racine double. Pas une racine simple, une double. Ce n'était pas un dinosaure, c'était un mammifère. On a tous applaudi parce qu'on a vu qu'il avait compris ce qu'il voyait. Je ne l'avais jamais vu aussi surpris et enthousiaste. Ce fragment d'os allait s'avérer encore plus important que Tom ne l'imaginait. Leslie Cool a emporté ce fragment et a commencé à travailler dessus. Elle a passé des heures à gratter la pierre avec une aiguille pour la retirer grain par grain. Quand j'ai examiné ce fossile au microscope, Identique à celle des crocodiliens actuels. À l'université du Queensland, Steve Salisbury s'est servi de cette information pour recréer un Minmi. Rien que le fait de travailler sur des crocodiles, sur des animaux vivants, d'étudier leur morphologie, ça a été un bon point de départ. Et on s'est servi de ça grosso modo comme d'un outil pour tenter de reconstituer un dinosaure. Avec l'aide d'infographistes, Steve a réussi à créer une représentation fidèle d'un animal disparu depuis 110 millions d'années. Je dirais qu'il pouvait marcher sur 4 pattes et même courir dans une certaine mesure. Il ne passait pas son temps à courir partout, mais il pouvait le faire en cas de besoin. S'il se retrouvait face à de gros théropodes qui cherchaient à l'attaquer, il devait courir ventre à terre.
C'est peut-être ainsi qu'a fini ce Minmi, mort d'épuisement pour avoir tenté d'échapper à un théropode en quête de nourriture. Exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, son corps s'est momifié. Ensuite, il a été emporté par les flots. Lorsqu'il a enfin touché le fond marin, des sédiments ont recouvert son cadavre, fossilisant ainsi sa peau et ses os. Le mode de déplacement du Minmi et la forme de sa cuirasse laissent penser qu'il faisait par recouvert son cadavre, fossilisant ainsi sa peau et ses os. Le mode de déplacement du Minmi et la forme de sa cuirasse laissent penser qu'il faisait partie des tout premiers ankylosaures. Les ankylosaures des époques suivantes, découverts dans l'hémisphère nord, mesuraient jusqu'à 10 mètres de long et possédaient de gigantesques plaques osseuses hérissées de piquants. On a tout de suite considéré le Minmi comme l'ancêtre probable de tous les ankylosaures du monde. Et se dire qu'ici, en Australie, on avait un animal aussi important pour l'évolution de ce groupe, c'est vraiment fabuleux. Au début des années 60, les os d'un autre dinosaure ayant vécu près de l'ancienne mer des Romangas sont envoyés à Alan Bartolomai au Queensland Museum. Parmi tous les morceaux qu'on avait, il y en avait un qui était assez mystérieux. Et il s'est avéré que c'était la partie avant du crâne, formant une grosse bosse. Ce crâne ne ressemblait pas du tout à celui d'un iguanodon. Je savais donc que j'avais affaire à un animal différent et unique. Baptisé Mutaburasaurus, ce dinosaure ne se trouve qu'en Australie. Le Mutaburasaurus est apparu quand le continent australien s'est détaché du supercontinent du Sud, le Gondwana, pour dériver vers le nord et vers l'Asie. Coupé du patrimoine génétique du reste des dinosaures, cette espèce s'est mise à évoluer de son côté et à développer des caractéristiques qui lui étaient propres. Il aura fallu 20 ans à Alan et à son équipe pour reconstituer ce dinosaure, qui tire son nom de la ville de Mutabura, au cœur du Queensland, près de laquelle il a été découvert. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il appartenait à la famille des iguanodontidés, de gros herbivores se déplaçant sur deux pattes. Mais cette étrange bosse crânienne perturbait les paléontologues. Le Mutaburasaurus était bien un dinosaure unique en son genre. On sait désormais qu'il existait avant les iguanodontidés, ce qui fait de lui un animal très ancien et l'ancêtre de la plus... On vient du monde entier pour découvrir les étranges animaux australiens. Pour câliner un koala, de la famille des marsupiaux, ces mammifères qui portent leurs petits dans une poche ventrale, ou pour voir l'énigmatique ornithorynque. Ces animaux ont dû s'adapter pour survivre sur le plus aride des continents habités. Déjà, à l'époque des reptiles géants, la vie ici était tout aussi singulière. C'est en cherchant des vestiges de ce passé que les paléontologues australiens ont fait une découverte révolutionnaire. Une découverte qui montre que les dinosaures qui vivaient ici il y a plus de 100 millions d'années
étaient très différents de leurs cousins de l'hémisphère nord. Et plus étrange encore, certaines de ces espèces préhistoriques ont survécu ici, longtemps après avoir disparu partout ailleurs. Il n'existe aucun autre endroit comme celui-ci, si ce n'est peut-être dans notre imagination. Dans le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, des reptiles géants parvenaient à survivre jusqu'au XXe siècle sur un plateau isolé. Des animaux gigantesques comme le brontosaure avaient ainsi trouvé refuge dans ce lieu éloigné de tout. L'Australie a-t-elle pu, elle aussi, être un véritable monde perdu? On a trouvé un début de réponse à cette question, il y a plus d'un siècle, sur la côte sud-est de l'Australie, non loin de la ville d'Inverloch. En mai 1903, William Hamilton Ferguson arrive dans la région pour y chercher du charbon. En tant que géologue, il sait reconnaître les plantes et les animaux fossilisés. Au pied d'une falaise de grès, il découvre un fossile comme il n'en a encore jamais vu. Il note son emplacement, à l'ouest d'une formation rocheuse baptisée Eagle's Nest, le nid de l'aigle, et envoie ce curieux fossile à Londres. Les paléontologues anglais l'identifient comme la griffe d'un dinosaure carnivore. Juste valeur l'héritage de Ferguson. On sait exactement d'où vient cette griffe, parce que sur sa carte, il a indiqué l'endroit précis où il l'a trouvée. On pourrait la remettre en place à 20 mètres près, ce qui est remarquable pour un fossile découvert il y a plus de 100 ans. Cette griffe allait un jour ramener Tom Rich à Eagle's Nest, dans l'espoir de réaliser un rêve d'enfant. La découverte de Ferguson ne déboucha pas immédiatement sur de nouvelles découvertes de fossiles de dinosaures, car trouver des indices sur le passé préhistorique de l'Australie n'est pas chose facile, en raison de la nature même de ce continent. L'Australie est un très vieux continent et la plupart des vestiges sont cachés. Beaucoup ont été recouverts par des couches de roches successives ou par de la végétation. En plus, une grande partie de l'Australie est pratiquement inhabitée. Ça demande de la persévérance. On ne va pas trouver une demi-douzaine de crânes un beau matin, comme ça a été par exemple le cas dans le sud du Dakota. On peut fouiller des centaines de fois et ne rien trouver. Et puis un jour, tomber sur quelque chose de passionnant et de nouveau. Le plus incroyable est que les rares fragments qui ont été trouvés ont livré à eux seuls une foule d'informations précieuses. Voici le Queensland Museum, à Brisbane. Il abritait autrefois les seuls squelettes de dinosaures complets retrouvés en Australie. Alan Bartolomai a dirigé ce musée pendant 30 ans et il sait parfaitement qu'ici, on ne peut pas avoir recours aux méthodes de fouilles classiques pour trouver des dinosaures. Dans les années 20, près de Roma, au cœur du Queensland, un éleveur de bétail découvre dans le lit d'un ruisseau des os d'une taille phénoménale. Quelques semaines plus tard, d'autres éleveurs se rendent sur place pour vérifier ces dires. La taille de ces os les laisse perplexes, et ils en concluent qu'il s'agit du squelette d'un éléphant échappé d'un cirque. Mais ce sont en fait des os de dinosaures. Dans les années 70, Alan Bartolomai a participé à la mise au jour du reste de ces fossiles. C'était un animal très semblable aux quadrupèdes herbivores à long cou et longue queue qu'on a retrouvé dans l'hémisphère nord. Mais il appartenait à un genre nouveau. Imaginez-vous il y a 120 millions d'années.
Une mer sombre et trouble, pleine de matière organique, avec des coquillages partout et des chronosaures, aussi voraces que les orques actuels. Le chronosaure était un animal gigantesque qui mesurait près de 13 mètres de long. C'était un prédateur monstrueux. Tout à coup, il aperçoit quelque chose. Le paysage est comme un livre. Il faut voir les indices qu'il contient, comprendre ce qu'ils veulent dire et les recouper pour avoir une idée de ce qu'était la vie il y a 120 millions d'années. Pour en savoir plus sur les fossiles marins de Coober Pedy, Ben Keir a fait des recherches sur les conditions climatiques qui régnaient lors du Crétacé. À sa grande surprise, tout semble indiquer que la mer ici était très froide, voire totalement gelée. Le premier indice est la présence de grosses pierres d'une nature différente de celle de la région. Ces roches sont issues d'une zone se trouvant à 500 km de là. Toute la question est de savoir comment elles sont arrivées jusqu'ici. Les géologues pensent qu'elles ont été charriées par des icebergs. Lorsque la glace a fondu, les blocs de pierre ont coulé. L'autre indice est une roche du nom de glendonite qui ne se forme qu'entre -1 et +6 degrés. Ça coïncide avec la brève vague de froid qu'il y a eu au début du Crétacé, avec des conditions extrêmement rigoureuses dues à la nuit polaire. D'ailleurs, on en a retrouvé des traces jusque dans les sédiments de la région de Victoria. Mais ici, on voit ces effets sur les fonds marins. C'est un peu l'équivalent océanique de Dinosaur Cove. Ce qui est intéressant, c'est de rattacher ça au fait qu'il y avait des reptiles marins ici. C'est ça qui est curieux du point de vue paléontologique. Comment ces animaux parvenaient-ils à survivre? Les plésiosaures devaient avoir un métabolisme plus complexe que celui des reptiles normaux. Pas exactement le métabolisme des mammifères à sang chaud, mais pas loin. La structure des os donne des indices sur la physiologie de ces animaux, et il faut ensuite recouper tout ça pour avoir une idée de leur mode de vie. C'est à Sydney, à la National Opal Collection, que Ben vient étudier le squelette complet d'un reptile marin ayant vécu dans les eaux froides qui recouvraient autrefois le désert autour de Coober Pedy. Ce reptile a été baptisé Eric. Il a été découvert au fond d'une mine d'opale de Coober Pedy. Au fil du temps, l'opale a remplacé les os C'est peut-être ainsi qu'a fini ce Minmi, mort d'épuisement pour avoir tenté d'échapper à un théropode en quête de nourriture. Exposé aux éléments pendant plusieurs semaines, son corps s'est momifié. Ensuite, il a été emporté par les flots. Lorsqu'il a enfin touché le fond marin, des sédiments ont recouvert son cadavre, fossilisant ainsi sa peau et ses os. Le mode de déplacement du Minmi et la forme de sa cuirasse laissent penser qu'il faisait partie des tout premiers ankylosaures. Les ankylosaures des époques suivantes, découverts dans l'hémisphère nord, mesuraient jusqu'à 10 mètres de long et possédaient de gigantesques plaques osseuses hérissées de piquants. On a tout de suite considéré le Minmi comme l'ancêtre probable de tous les ankylosaures du monde. Et se dire qu'ici, en Australie, on avait un animal aussi important pour l'évolution de ce groupe, c'est vraiment fabuleux. Au début des années 60,
les os d'un autre dinosaure ayant vécu près de l'ancienne mer d'Eromanga sont envoyés à Alan Bartolomai au Queensland Museum. Parmi tous les morceaux qu'on avait, il y en avait un qui était assez mystérieux. Et il s'est avéré que c'était la partie avant du crâne, formant une grosse bosse. Ce crâne ne ressemblait pas du tout à celui d'un iguanodon. Je savais donc que j'avais affaire à un animal différent et unique. Baptisé Mutaburasaurus, ce dinosaure ne se trouve qu'en Australie. Le Mutaburasaurus est apparu quand le continent australien s'est détaché du supercontinent du Sud, le Gondwana, pour dériver vers le nord et vers l'Asie. Coupé du patrimoine génétique, Il aura fallu 20 ans à Alan et à son équipe pour reconstituer ce dinosaure, qui tire son nom de la ville de Mutabura, au cœur du Queensland, près de laquelle il a été découvert. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il appartenait à la famille des iguanodontidés, de gros herbivores se déplaçant sur deux pattes. Mais cette étrange bosse crânienne perturbait les paléontologues. Le Mutaburasaurus était bien un dinosaure unique en son genre. On sait désormais qu'il existait avant les iguanodontidés, ce qui fait de lui un animal très ancien et l'ancêtre de la plupart des grands dinosaures herbivores de l'hémisphère nord. Bien que peu de spécimens aient été découverts en Australie, les scientifiques sont aujourd'hui persuadés que cette partie du Gondwana était un véritable creuset d'évolution. On ne sait ni pourquoi ni comment, mais l'Australie a vu naître ces animaux qui se sont ensuite propagés dans le reste du monde. Et c'est un cas de figure qu'on retrouve au moins aussi souvent que la situation inverse, à savoir des animaux venus d'ailleurs, colonisant l'Australie. Ce pays a été une véritable usine à créatures extraordinaires qui se sont dit qu'elles avaient un rôle à jouer dans le monde entier. Chaque nouvelle découverte permet de compléter peu à peu le puzzle. Mais le milieu dans lequel évoluaient les terribles lézards australiens est longtemps demeuré mystérieux. Jusqu'à ce qu'un jour, sur la côte sud du pays, des fouilles qui faillirent ne jamais avoir lieu dévoilent un univers insoupçonné. Pat et Tom Rich sont venus en Australie dans les années 70 à la recherche de fossiles. Pat espérait trouver des oiseaux et Tom des mammifères. En ce qui me concerne, tout a commencé vers 15 h le jour de Noël 1953. Je venais de finir de lire un livre dont le dernier chapitre s'intitulait « La mort des dinosaures ». Et au début de ce chapitre, il y avait un petit dessin montrant deux mammifères mangeant des œufs de dinosaures. Ça m'a frappé et je me suis dit dans mon esprit d'enfant de 12 ans, s'il y avait des animaux comme nous au temps des dinosaures, je veux en savoir plus sur eux. Tom Rich se met donc à chercher des mammifères du Crétacé, au cœur de l'Australie. Mais il s'aperçoit vite, comme beaucoup d'autres avant lui, que l'immensité de ce pays constitue un obstacle aux recherches. Il lui faut un point de départ. Ce sont 3 jeunes paléontologues qui vont le lui fournir, en s'intéressant à la griffe du premier dinosaure australien. 75 ans après William Ferguson, il se rend... On ne sait pas comment Eric est mort. Ses os ne nous disent rien à ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas adulte. Ce n'était pas un vieux mâle, donc quelque chose l'a tué. En plus, il avait l'estomac plein de poissons, donc ce n'était pas un problème de nourriture. On peut penser que ces animaux migraient en petits groupes et qu'ils venaient le long des côtes pour se reproduire, parce qu'il y avait beaucoup de nourriture. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de jeunes ici. Désorienté par l'attaque d'un chronosaure, Eric a peut-être été séparé de ses compagnons. Tandis que ces derniers trouvaient refuge en amont,
Eric, lui, s'est enfoncé dans les profondeurs. Par un jour de tempête, à bout de force, il s'est peut-être noyé comme un dauphin blessé. Mais dans le sud de l'Australie, Tom Rich a fait une nouvelle découverte. Une découverte qui pourrait remettre en question la très consensuelle théorie évolutionniste. En étudiant ce fragment au microscope, j'ai failli tomber de ma chaise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce fossile allait faire l'effet d'une bombe dans les milieux scientifiques. Après l'abandon des fouilles à Dinosaur Cove, les paléontologues sont retournés à Eagle's Nest, où avait été trouvé le premier fossile de dinosaure. Non loin de là, à Flat Rocks, Leslie Cool, l'assistante de Tom Rich, et son équipe ont découvert un nouveau site de recherche. Les roches de cette zone étaient riches en fragments d'os de dinosaures vieux de 115 millions d'années. Le site de Flat Rocks était beaucoup plus facile d'accès que Dinosaur Cove, mais il imposait d'autres contraintes. Le travail devait s'effectuer au rythme des marées.